Madame, Monsieur, honorable assistance, Mesdames et Messieurs les représentants du Premier ministère, des ministères et institutions publiques, Monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis à Alger, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité, chefs d'entreprise, famille de la presse, chers partenaires, chers invités, bonjour. Bonjour et bienvenue à la cérémonie de lancement de TBN by CARE, tableau de bord de l'économie nationale, un des objectifs stratégiques du club d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Les nombreuses parties prenantes sont d'ailleurs ce matin avec nous, entre autres les institutionnels, ministères, organismes d'appui à caractère économique, chambres de commerce, représentations étrangères aussi. Les acteurs économiques aujourd'hui insistent sur, et vous n'êtes pas sans savoir, la pertinence de l'accès à l'information juste, récente et précise. Ceci pour tout type d'utilisateurs, entre institutions, entreprises, recherche académique et autres grands publics. La mission principale de CARE, utile de vous le rappeler, chers invités, le think tank souhaite contribuer à l'amélioration des conditions d'un développement économique et social durable du pays, à travers la réflexion, la communication et la promotion de toute initiative économique positive. Les valeurs, vous les connaissez tous, utile également de vous les rappeler brièvement, liberté d'entreprendre et promotion de l'initiative privée, entreprise citoyenne avec cette notion de responsabilité sociétale, éthique dans la pratique des affaires, l'humain et le partenariat pour réussir ensemble. La donnée économique, voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Honorable assistance, on a le droit de se poser des questions. Pourquoi l'information économique manque en Algérie? Pourquoi elle ne parvient pas à temps? Pourquoi elle n'est pas complète? Nous déplorons d'ailleurs l'absence de la donnée fiable alors qu'on est à l'ère de la data. Digitalisation, informatisation, dématérialisation, cloud, IoT, Internet des objets, ces nouveaux outils technologiques ont tellement donné à l'économie ces dernières années. Ce nouveau tableau de bord souhaite justement impliquer toutes les institutions, ministères, ONS, douanes, afin de procurer à l'opérateur économique la donnée fiable qu'il recherche. Cette plateforme hébergée en Algérie est gratuite, a été conçue et réalisée en Algérie par des compétences locales. Nous allons vous la présenter dans un instant et vous expliquer surtout son utilité à travers un panel constitué pour la circonstance et à qui nous donnerons la parole dans un tout petit instant. Bienvenue une nouvelle fois à cette cérémonie de lancement. Petite précision pour celles et ceux qui nous suivent via le web. Un streaming en direct aujourd'hui permet à de nombreuses personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement en raison, comme vous le savez, des mesures sanitaires, de nous suivre en direct tout au long de cette matinée. Merci une nouvelle fois pour votre présence. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir le président de CARE, Slim Othmani. Bonjour à tous. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire d'autre. Je pense qu'il a lu mon discours, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux représentants des institutions, de Monsieur le Premier ministre, son cabinet, représentés, les institutions, les autres institutions, autres ministères de la République algérienne, Monsieur le représentant de l'ambassade des États-Unis. Pour nous, c'est un moment d'émotion. Bon, évidemment, je ne vais pas pleurer, mais c'est un moment d'émotion. Pourquoi? Parce que je voudrais vous raconter en 2 mots la genèse, évidemment, de ce tableau de bord. C'est important de raconter comment naissent, évidemment, les idées, comment elles sont mises en œuvre, disons, toutes les démarches qui sont entreprises pour faire aboutir, avec beaucoup de conviction, évidemment, ce à quoi on croit et ce à quoi on a pensé à un certain moment. L'idée naît de quoi? Du constat. Un jour, c'est dans un pays voisin où je vois poser sur une table un tableau de bord de l'économie du pays. Et je pensais que c'était réalisé par une institution publique, mais en fait, ça a été réalisé par un acteur privé, un cabinet de conseil. Je les ai contactés et puis ils m'ont dit, nous, on produit régulièrement quelque chose de similaire. J'ai trouvé d'abord que le produit était intéressant.
mais surtout que le rythme n'était pas celui auquel je pensais. Et confronté à la problématique justement que décrivait Ahmed, l'absence de données dans notre économie, ce n'est pas une absence totale, on ne va pas peindre le tableau en noir, mais il y a un réel manque de données qui permet aux institutions de définir, d'asseoir des stratégies, aux investisseurs de se positionner, aux acteurs de la société civile, qu'ils soient politiques ou apolitiques, d'avoir un aperçu de la situation économique du pays ou même socio-économique, et puis d'intervenir sur certains volets qui les intéressent. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose de similaire, mais beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire en quasi-temps réel, beaucoup plus intéressant. Puis j'en ai parlé avec les membres du bureau de Caire. Puis on a convenu que c'était un projet qui pourrait effectivement être intéressant, mais comment le faire? Comment le faire techniquement et surtout comment le faire financièrement? C'est là que notre savoir-faire de Caire se déploie, aussi bien techniquement que financièrement, puisque nous savons retrouver les partenaires financiers qui nous permettent de mettre en œuvre beaucoup de nos idées. Et je dois avouer que on a trouvé un répondant extraordinaire auprès de l'ambassade des Nations Unies à qui on a exprimé, on a présenté notre projet, mais de façon vraiment très succincte, sommaire, en 2 mots. On l'a présenté à d'autres organismes internationaux qui étaient présents. Le budget était relativement conséquent, donc beaucoup ont décliné évidemment notre projet en nous disant que c'était effectivement extrêmement intéressant, que malheureusement ils ne pouvaient pas s'inscrire. Et on a eu la joie d'apprendre que l'ambassade des États-Unis avait accepté de nous accompagner dans cette initiative. Une petite note quand même négative qui n'a rien à voir avec l'ambassade des États-Unis, c'est que nous n'arrivons pas, dans notre environnement des affaires aujourd'hui, à trouver du répondant auprès de la sphère entrepreneuriale. On n'arrive pas à trouver du répondant pour des projets de réflexion qui tournent autour de la chose économique. C'est-à-dire si nous voulons mener une étude importante ou réaliser une réflexion importante sur un sujet qui nécessite de l'expertise et trouver des moyens financiers auprès de la sphère entrepreneuriale pour financer ces expertises, aujourd'hui, il est très très difficile de convaincre les chefs d'entreprise algériens de payer la réflexion intellectuelle. Je ne perds pas espoir, je pense que les choses vont changer et sont en train de changer. Et on a voulu aussi montrer à travers ce produit que nous pouvons faire des choses extrêmement intéressantes pour la sphère institutionnelle, pour la sphère entrepreneuriale et pour l'Algérie en général. Voilà, je ne vais pas être très long. La seule chose, c'est que la réactivité d'un partenaire technico-financier est fondamentale pour faire aboutir un projet comme cela. Le faire aboutir en à peu près 2 années, puisque c'est pratiquement 2 années de travail de la part d'une équipe qui a vraiment dédié beaucoup de temps, et mettre en place une équipe de permanents, et ça va être notre deuxième challenge, puisque nous allons devoir faire vivre ce produit qui existe déjà, qui a été mis sur le marché, en fait, qui a été mis sur la toile depuis une année, uniquement en langue française depuis une année. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons consacré cet événement, aujourd'hui en langue arabe et en langue anglaise, en langue arabe extrêmement important pour nous, parce qu'on considère que quasiment 70 à 80% aujourd'hui de la réflexion se fait en langue arabe, et il était important de nous adresser justement à cette partie, évidemment, des chercheurs, des enseignants, qui vont permettre à leurs étudiants et aux institutions aussi d'avoir accès à de l'information qui soit fiable, de qualité, en temps, tout ça avec des grands points d'exclamation, puisque le grand défi que nous avons, c'est justement la collecte de cette information qui est très très difficile. Un point important quand on a présenté aussi le TBN, c'est que quand vous allez regarder ce tableau de bord, vous allez voir qu'il y a des décalages de mise à disposition d'informations, où il y a des informations qui ne sont pas disponibles. Il faut le déplorer, que vous soyez institutionnel ou chef d'entreprise,
il faut absolument vous interroger. Mais pourquoi cette information n'est pas mise à disposition? Ce n'est pas une information stratégique, il n'y a pas de secret, ça ne concerne pas le secteur de la défense algérien. Donc, s'il y a une absence de disponibilité d'information, c'est qu'il y a une absence de production. S'il y a une absence de production, c'est que le producteur a un problème. Si le producteur a un problème et qu'il ne l'a pas soulevé soit à sa hiérarchie ou bien que personne ne s'est intéressé, c'est que cette information, soit elle ne sert à rien finalement, à la réflexion institutionnelle, soit il y a une incompétence quelque part dans le processus. Donc ce qui est intéressant, c'est que le tableau de bord aussi va interpeller et amener beaucoup d'institutions à s'interroger dans leur processus de production d'informations quantitativement et qualitativement. Le deuxième point qualitatif est aussi fondamental. Je pense avec M. le DG de l'ONS, on en avait parlé dernièrement sur la qualité de l'information et tout le volet qui, derrière, sous-tend cela en termes qualitatifs, c'est la cybersécurité, donc la protection des données algériennes, et que les données qui soient mises sur un site comme celui-là soient des données qui soient fiables, qui n'ont pas été corrompues par une quelconque action malveillante. Voilà, en fait, on peut parler pendant des heures de ce produit-là. Son évolution, je voudrais vous en parler parce que je pense qu'elle nous intéresse et elle intéresse les générations futures. Son évolution, pour nous, c'est dupliquer ce produit chez les pays voisins. Dupliquer ce produit, nous, on n'est pas une société, on ne vend rien. On pousse des think tanks à avoir exactement la même plateforme en Tunisie et au Maroc, et on veut faire un consolidé Maghreb. Pourquoi? Parce qu'il est important pour nous de donner une photographie à l'instant T de ce que serait le Maghreb si nous étions une économie intégrée. C'est très très important. C'est très important pour les générations futures qui n'auront pas à vivre, évidemment, certainement les problèmes qui handicapent finalement le développement du Maghreb. On y croit, c'est inscrit dans les valeurs de Caire, donc c'est une des actions que nous menons et j'espère aussi qu'elle va aboutir en bonne et due forme dans les prochains mois ou dans les prochaines années, au moins dans les 18 prochains mois. Voilà, je vous remercie à tous. On ne va pas être très long aujourd'hui, hein. Je pense qu'Ahmed va en dire davantage. Je te cède à nouveau le micro et merci d'avoir lu mon discours. Merci Slimane Othmani. Vous le disiez à l'instant, le partenaire de la plateforme, l'ambassade US, pour financement dans le cadre du programme de coopération bilatérale. Et la parole, justement, est donnée à présent au chef de la section économique de l'ambassade des États-Unis à Alger, M. Andrew Liederman. Je vous en prie. Bonjour, Madame et Messieurs, je m'appelle Andrew Liederman et je suis l'attaché économique à l'ambassade des États-Unis à Alger. Permettez-moi d'abord de me remercier Slim, Sami et Amel de m'avoir invité à participer à l'événement d'aujourd'hui. Je vous félicite pour le lancement d'un projet aussi important. Le tableau de bord de l'économie nationale de Caire est un outil indispensable pour combler une lacune importante en Algérie, des informations précises et accessibles sur les indicateurs économiques clés qui sont utilisés par tout le monde, des universitaires faisant des recherches aux investisseurs étrangers décident d'entrer ou non sur le marché algérien. Le tableau de bord leur donne les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Le tableau de bord soutiendra également notre objectif à l'ambassade des États-Unis de renforcer les relations économiques déjà solides entre les États-Unis et l'Algérie. Ces dernières années, il y a eu environ 3 milliards de dollars d'investissements étrangers directs par des entreprises américaines en Algérie, l'un des montants les plus élevés de tous les pays. La conférence des États-Unis 2020 Discover Global Market, organisée par le secrétaire américain au commerce, a souligné que l'Algérie était l'un des 6 pays présentés. De même, les États-Unis se réjouissant d'être le pays d'honneur de la prochaine foire internationale d'Alger,
je pense ici à le centre. Le lancement de la Chambre de commerce américaine en 2018 a créé un exemple puissant des avantages que les entreprises américaines ont apportés à l'Algérie et des milliers des emplois qu'elles ont créés. Des entreprises comme Pizza Hut ont ouvert ici et d'autres comme Chevron et ExxonMobil sont impatientes d'explorer leurs options. La mission de télé-réalité sur l'entrepreneuriat parrainée par l'ambassade Andy Hulme, qui a été diffusée l'année dernière, a mis en lumière les nombreuses entreprises américaines travaillant ici en Algérie qui sont prêtes à embaucher et soutenir la prochaine génération d'entrepreneurs et d'hommes et femmes d'affaires algériennes. Nous sommes également impatients de travailler avec le ministre de l'Enseignement supérieur à la création d'un programme d'études en entrepreneuriat pour les étudiants se spécialisant en technologie et en sciences. Et en plus des relations commerciales de longue date entre les États-Unis et l'Algérie dans le secteur des hydrocarbures, les entreprises américaines sont en plus intéressées par le potentiel d'investissement dans les énergies renouvelables en Algérie, en particulier l'éolienne et le solaire. Investir dans l'énergie renouvelable est une priorité majeure de l'administration Biden, alors que nous travaillons avec le reste du monde pour lutter contre le changement climatique. Le tableau de bord de CARE soutiendra le futur investissement américain en Algérie et donnant aux investisseurs les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Je terminerai mon allocution et réitérant mes remerciements aux organisateurs de m'avoir invité à participer à cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci, M. Andrew Lederman. Et je vous invite, honorable assistance à présent, à découvrir TBN, ce que vous devez retenir d'essentiel pour cette nouvelle plateforme. Sous vos applaudissements quand même, parce que ça valait bien des applaudissements, n'est-ce pas?
Parfait. Alors, nous allons constituer le panel à présent pour en discuter. Bien sûr, débat ouvert par la suite, donc je vous invite d'ores et déjà à préparer vos interventions, vos questions, vos commentaires. J'appelle Ali Harbi, expert en stratégie de développement durable et en gouvernance. S'il vous plaît, veuillez nous rejoindre. Anis Ababsia, consultant formateur, chef d'entreprise, fondateur de l'agence Digital Zone et représentant du GAN. Ali Bey Nasri, président de l'ANEXAL, l'Association algérienne de l'exportation. Abdelwahab Ziani, président de la CIPA. Et Reda Amrani, expert en économie. Je vous en prie, veuillez prendre place. Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. J'ai bien envie de vous demander en premier votre réaction, votre sentiment aujourd'hui d'être là et d'assister au lancement, à la naissance d'une plateforme telle que celle-ci. Quel est votre sentiment? Ali Harbi, peut-être pour commencer. Moi, ça va être compliqué, parce que je suis membre de CARE, donc je suis extrêmement fier de cet aboutissement. Au début, c'était une très petite discussion, je dirais, intellectuelle, pour dire il n'y a pas d'information, c'est incomplet, il n'y a pas d'analyse. Ensuite, ça a été un projet. Ensuite, il a fallu faire un montage, trouver des financements, trouver le partenariat qui a abouti sur ce partenariat avec l'ambassade US. Donc, le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté que ce projet aboutisse à bonne fin avec CARE. Et le deuxième sentiment, c'est le plaisir d'avoir cet outil. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de monde sur la valeur ajoutée de l'outil, parce qu'il faut que ça serve à quelque chose aussi. Et finalement, beaucoup de monde pense que oui, il y a une valeur ajoutée. On discutera de ça tout à l'heure, je pense, parce que ça répond à un besoin. Et c'est ça l'intérêt. Très bien. Allez, tour de table rapide, vraiment pour avoir vos réactions à chaud, et puis on ouvrira le débat par la suite. Alors, je suis également ravi parce qu'en fait, moi je connais un petit peu les challenges et les enjeux. On a essayé de travailler sur un outil similaire, mais on va dire qu'on s'est arrêté un petit peu 5% de ce qui a été réalisé. Et j'ai pu également en fait suivre l'évolution du projet d'un point de vue vraiment externe. Donc, j'ai vu en fait la plateforme il y a plusieurs mois de cela, et c'est vraiment autre chose par rapport à ce qu'on avait vu depuis le début. Et en fait, vraiment par rapport au challenge, par rapport à la récolte de données, etc., c'est vraiment, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue obtention et collecte des données. Donc, moi, je suis sincèrement ébloui. Donc, félicitations à CARE pour le travail. Très bien. Ali Bey Nasri, très actif en ce moment, plateau télé, conférence. Bravo. Oui. Non, quand même pas. C'est clair, c'est ce qui nous manque le plus. Je pense que Slim, il fait un peu comme moi, y compris les bonnes choses qui existent par ailleurs. C'est une excellente initiative. Pourquoi c'est une excellente initiative? Parce que c'est un outil qui permet pour la première fois d'avoir un endroit, un seul, où il faut cliquer pour avoir le regroupement un peu de toutes les institutions, parce qu'actuellement, pour chercher des informations, il faut aller dans différents ministères, dans différents sites, et on n'a pas, par exemple, comme ça existe, un gouvernement de notre côté. C'est une excellente initiative pour nous, parce que nous sommes concernés dans le commerce extérieur. Nous allons contribuer, puisque nous avons notre approche, nous avons des analyses qui existent à notre niveau, et on sait là où il faut pêcher de l'information, comment peut-être le faire. Et un grand bravo, c'est un démarrage. Il est certain qu'il va être plus étoffé, plus pointu, mais seul cet outil, s'il n'y a pas la mobilisation et l'implication de tous les acteurs, et au premier niveau, parce que ça sert, c'est une information officielle qui sort de l'Algérie, qui sera énormément consultée parce que c'est actuellement la seule qui regroupe l'ensemble des informations. Et du fait qu'elle sort de l'Algérie, je pense que
les autorités en charge justement de donner de l'information doivent s'impliquer et aider cet outil. Merci. Parfait. Abdelhabziani. Merci. Tout d'abord, je tiens à féliciter CARE, Cinéma Atmani, pour cette initiative. Ça fait longtemps que nous avons entendu parler de ça et puis voilà, aujourd'hui, le produit est sorti, enfin. Et je pense que c'est un tableau de bord qui doit suivre toutes les entreprises algériennes. Il doit être en marque première pour le chef d'entreprise pour qu'il puisse suivre l'évolution sur le marché national et international. C'est quelque chose qui peut nous accompagner, c'est quelque chose qui peut nous donner donc une avance pour aller sur un marché extérieur ou pour produire sur le marché national et quelles sont les conséquences sur certaines lois ou certains produits qui sont produits en Algérie. Donc c'est quelque chose qui peut nous accompagner. C'est vrai qu'il faut l'effort de tout le monde. C'est vrai que nous sommes un peu dispersés sur beaucoup d'associations ou patronales ou associations à caractère politique ou économique. Et c'est quelque chose qu'on peut enrichir ensemble pour que cette donnée doit être concentrée dans ce TBN et ensuite venir resservir justement la société civile et la société économique. Merci. Ali Damrani. Merci. Aussi, je félicite nos amis de CARE, dont je fais partie d'ailleurs. Rapprochez le micro, là. Je vous assure, j'ai eu le bonheur en me baladant sur le net d'entrer sur le site et de consulter cette banque de données. Et j'insiste sur le mot bonheur. Parce que d'habitude, on se balade, on va à la CNUSED, on va à la Banque mondiale, au FMI, on va même dans les ambassades à Alger. Le site de l'ambassade de France qui donnait des statistiques pour les industriels ou les investisseurs français. Donc, avoir notre outil maintenant, et surtout de très bonne qualité. Et là, j'encourage CARE à le développer auprès des entreprises et auprès des centres de recherche universitaires. Et je pense que bébé deviendra grand. Merci. Très bien. Alors, aussitôt, j'ouvre le débat. Hein. S'il y a des questions, il y a des commentaires dans la salle. Comme ça, tout le monde sera servi. Alors, j'aimerais bien donner la parole aujourd'hui à la représentation patronale, la CIPA qui est avec nous. Question simple, Abdelhabziani. Aujourd'hui, l'opérateur économique, il cherche quoi comme information? On parlait de la fiabilité, de la rapidité, mais quel type d'information, vous, opérateur économique, vous cherchez en premier, afin de comprendre un peu l'utilité de ce genre de plateforme? Écoutez, tout d'abord, c'est une plateforme qui vient directement en support à toutes nos associations et surtout comme je suis le président de la CIPA, c'est vrai que j'essaie d'améliorer quotidiennement la vie du chef d'entreprise et essayer d'être tamponné entre les institutions et l'entreprise. Effectivement, cet outil, il vient appuyer un peu nos efforts et nous soulager un peu sur des données que nous n'avons pas tout le temps. Mais aussi, il faut dire que cet outil, si on arrive tous à l'enrichir, on peut rétablir une certaine confiance parce qu'aujourd'hui, c'est revenir établir la confiance entre l'institution et l'entreprise et avec un canal bien précis. C'est une feuille de route, c'est un tableau de bord, c'est une feuille de route économique et qui peut justement irriguer les entreprises et en même temps tracer un travail en commun. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons une rupture entre l'entreprise et les institutions. C'est cette remise en confiance que nous avons perdue depuis très longtemps. D'ailleurs, au sein de la CIPA, nous avons pondu un slogan qui est le pacte de confiance, 3 points de suspension, croissance. S'il y a la confiance, il y a de la croissance. Ce genre d'outil, ça vient un peu nous donner la confiance en interne. Mais il faudrait qu'on fait adhérer toutes les institutions qui sont importantes autour de nous. La politique a toujours primé en Algérie et aujourd'hui on souhaiterait que la politique économique soit quand même l'axe de priorité. C'est un outil de priorité qui est là, qui nous est offert aujourd'hui grâce à CARE. Et je pense que si on continue à l'enrichir, on pourra gagner quelques points de croissance grâce à la confiance qui peut justement revenir du côté du gouvernement. Et c'est très important. Alors, on se posait la question, on se disait comment on faisait avant. Reda Amrani vient de le signaler, de le souligner. Effectivement, comment on faisait avant? Je parle des chefs d'entreprise qui cherchent la fiabilité de l'information économique. Tout simplement, on perdait beaucoup de temps et pour avoir
information, il faut des siècles pour l'avoir. Et c'est grâce justement aux réunions des chefs d'entreprise. Chacun qui trouvait une information venait la partager au sein des associations. Mais si un outil comme ça, on peut le partager et travailler ensemble, on pourra gagner beaucoup de temps. Avant, c'était le calvaire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une instruction ou un décret, on ne savait pas s'il était appliqué ou non, est-ce que c'est fiable ou pas fiable, est-ce que ça change, ça donne. Toutes les données étaient un peu perturbées. Et c'est vrai que peut-être un tableau de bord comme ça qui pourra nous signaler un peu une feuille de route où les institutions sont déjà à l'intérieur. Donc il faut recueillir toute l'instruction qu'il faut et ensuite elle peut être partagée avec tous les chefs d'entreprise qui sont préoccupés par leur production ou par l'exportation. Et c'est très important que ça vienne en package pour l'aider à aller plus vite. Et bien avant, tout simplement, nous avons perdu beaucoup d'années, je crois qu'il y a quelques dizaines d'années, à se chercher nous-mêmes. Il va falloir donc créer des outils comme ça, très performants. D'autres pays l'ont fait. Nous sommes très en retard. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je tiens toujours à féliciter CARE, malgré que je suis membre anciennement de CARE, non fondateur. Et je ne viens jamais à CARE parce que j'ai d'autres préoccupations. Il n'est pas trop tard de changer d'avis. Je ne change pas d'avis, je fais partie de CARE. Donc, je sais que la boîte CARE, je suis dedans. Mais seulement, je contribue de loin. Mais je pense que c'est, voilà, donc, une bonne petite leçon pour nous, pour toutes les autres associations, de se dire que CARE a pu produire quelque chose qui peut nous servir à nous tous. Donc, il va falloir qu'on fasse des traits d'union pour essayer de l'aider et de lui donner de plus d'informations pour irriguer tout l'ensemble des entreprises. D'accord. Ali Harbi, aujourd'hui, il faut maintenir le cap, il faut alimenter cette plateforme, donner régulièrement aux chefs d'entreprise l'information dont ils ont besoin. Ce n'est pas une mince affaire. Comment envisagiez-vous finalement maintenant la maintenance, entre parenthèses, de ce genre de plateforme? Écoutez, avant de parler de maintenance, je souhaite faire un petit rappel sur le concept lui-même. La plateforme, donc le TBN, comme on le dit maintenant, tableau de bord national, n'est pas un outil qui vise à se substituer ou à concurrencer les instruments existants de création de l'information économique et sociale en Algérie. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ONS, ce n'est pas la direction des douanes, le CNIS, c'est pas le CNIS. Tout ça, chaque institution a son travail à faire, des missions réglementaires, régaliennes, de souveraineté nationale. Et en fait, le tableau de bord de CARE intervient à 2 étages. Premier étage, c'est ce qu'on appelle l'étage analytique. L'étage analytique, c'est d'apporter une valeur ajoutée à de l'information brute. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce qu'on appelle l'étage agrégateur. L'étage agrégateur, c'est d'agréger de l'information qui, jusqu'à maintenant, est produite d'une manière dispersée et qui ne permet pas d'avoir en un flash cette information synthétique qui permet d'aider à la décision. De ce point de vue-là, le tableau de bord ne sert pas qu'aux entreprises. Ça ne sert pas qu'aux chefs d'entreprise. Il est destiné aussi aux institutions parce qu'il a une dimension analytique. Il est destiné aussi aux partenaires étrangers parce que c'est un élément de visibilité pour le pays. Et tout à l'heure, très rapidement, comme ça on en avait rapidement parlé, les gens veulent très rapidement savoir où en est le pays en un flash. Cette idée de flash, c'est-à-dire d'image, de photographie rapide, c'est le besoin d'un tableau de bord. Un opérateur étranger ou une institution étrangère, internationale ou multilatérale ne va pas perdre 4 jours à agréger l'information, ils ont besoin de l'information agrégée. Et donc c'est là où se positionne le tableau de bord. Donc maintenant, à partir du moment où on est d'accord sur le concept et que nous sommes dans une logique de complémentarité avec les institutions nationales, d'accord ? CARE n'est pas l'ONS, c'est pas notre boulot. CARE est là pour apporter juste une valeur ajoutée dans le cadre d'une initiative privée, c'est-à-dire associative de la société civile, et qui regroupe des entreprises, des universitaires, des professions libérales, etc. Des experts, bien sûr, tout ça. Donc la projection maintenant, elle est à plusieurs niveaux. Il y a une projection qui est spécifique à la gouvernance du tableau de bord. La gouvernance du tableau de bord, c'est-à-dire avoir une gouvernance inclusive du tableau de bord, puisque c'est une propriété collective. Ce n'est pas un produit. CARE n'est pas une entreprise, donc ce n'est pas un produit de CARE. Bien sûr, c'est déposé par CARE, etc. Mais nous souhaitons une gouvernance inclusive du tableau de bord pour que les gens s'impliquent, donc que ce soit plus participatif, qu'on ait plus d'idées, plus de propositions, une animation. Il y a un espace Agora là, qui a été maintenu, c'est très bien. Donc il y a la possibilité d'avoir des apports de toutes les parties prenantes.
Donc ça, c'est une première dimension clé dans la vision du tableau de bord. La deuxième chose, c'est d'accompagner, et là c'est un cadre de concertation est nécessaire, je ne sais pas comment ça va se passer, de toute façon Amel en parlera tout à l'heure je pense. La question qui se pose c'est en fait comment accompagner la transformation du système national d'information économique et sociale. Parce qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir une institution nationale qui est collecteur et fournisseur d'informations, mettre sur son site web de l'information vieille de 2 ans ou de 3. C'est impossible, c'est inimaginable, c'est anachronique, c'est archaïque, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est là où il faut qu'il y ait une rupture. Et donc, l'instrument tableau de bord national ne se substitue pas, mais il veut être un peu, excusez-moi l'expression, la mouche du coche pour accompagner cette transition, qui ne peut être qu'une transition numérique de toute façon. D'accord ? Et c'est là où aussi c'est un chantier de maintenance, c'est comment avoir une meilleure complémentarité avec les institutions nationales en parallèle de leur modernisation. D'accord. Et pas en opposition à elles. Donc ça, ce sont 2 éléments vraiment que je souhaite souligner sur la perspective du TPE. Ça a le mérite d'être clair. Ali Nasri, en tant qu'association d'exportateurs, justement, vous êtes constamment à la recherche de ce genre d'informations. Absolument. Tout ce qui touche le commerce extérieur, on est consommateur. Ça nous permet de faire des éclairages, des analyses, des projections. Et force est de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Le principal donc, fournisseur d'informations, et ce n'est pas normal, d'abord je suis très... ce qui se passe actuellement, que le ministère du Commerce, à travers Facebook, donne les données du commerce extérieur. On a exporté tant, on a fait tant. Ça n'existe pas. Ça n'a pas existé. Que le CNIS, je ne parle pas de CNIS ou de la douane, je sais qu'elle est très bien outillée, elle nous a toujours habitués quand même à avoir un système donc, performant, on perpétue l'évolution parce qu'actuellement ils sont dans une seconde étape de perfectionnement du site. On recevait des informations sur les statistiques du commerce extérieur, le bilan annuel, vers la fin du premier trimestre. Le commerce extérieur 2020, les statistiques ont paru le 1er juin 2021. On ne met pas 6 mois pour fournir des éléments d'information sur le commerce extérieur. Ça, je considère que c'est inadmissible, sachant que les douanes ont les compétences et on a fait une régression. On n'a pas avancé, on a fait une régression parce que ça se diffusait avant. Alors, qui gère, qui décide de la diffusion, mais c'est obsolète. Maintenant, on fait des analyses, surtout sur la partie export, on ne sait pas. On entend des informations, le ministère des Finances publie un communiqué, je ne sais pas, la première fois, il parle de l'export. Il dit que, voilà, le commerce extérieur a reculé, et il a reculé, les importations ont diminué. C'est pas normal. C'est pas dans ses habitudes de communiquer. Il l'a fait au bout de 5 mois. On ne voit pas pourquoi. Donc, il y a une agitation dans la communication de certains partis. On veut du sérieux. On faisait des analyses, on faisait qui faisait quoi, qu'est-ce qu'on exportait, les différents produits, ça nous permettait de faire donc des données, on a des données sur l'évolution des exportations, on a pu tirer des conclusions sur le pourquoi du non-développement des exportations en Algérie, par rapport au potentiel, par rapport aux investissements. Mais actuellement, on ne comprend pas. Qu'il y ait cette situation depuis longtemps, c'est bon. Mais qu'il y ait une régression, il y a une question. Qui bloque l'information? On sait très bien comment fonctionnent les douanes à ce sujet-là. Et oui, donc, cet outil, pour moi, il est d'utilité publique. Il est d'utilité publique. Pourquoi? C'est le point focal pour quelqu'un qui cherche à savoir quelles sont les données de l'Algérie.
est-ce que je peux investir, est-ce que je peux investir, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les évolutions, les projections. Malheureusement, c'est pas possible. D'accord. Très bien. Peut-être un mot là-dessus également, Reda Amrani. Aujourd'hui, une plateforme qui on comprend un peu les doléances de Ali Benasser et qui draine toutes les autres institutions, à l'image de la douane avec le CNIS, à l'image de l'ONS, afin de donner justement et de procurer à l'opérateur économique cette donnée fiable dont il a tant besoin. Merci. Moi, je partage totalement ce que vient de dire notre ami Alipay. Avant, on allait même au 1er novembre au CNIS. On était très bien accueillis, on allait avec notre clé USB, on nous donnait les informations, les toutes dernières informations sur le commerce extérieur. On avait un excellent outil, et il a raison, il y a une régression. Et notre problème en Algérie, et c'est connu même, nos amis à l'étranger nous le disent, on a un énorme déficit en communication économique. Les gens ignorent la situation économique réelle de l'Algérie parce qu'on communique très très mal. On dirait que l'on veut se faire harakiri dans ce domaine. Et chaque fois qu'il y a une initiative bonne qui se développe, on a ce réflexe du secret ou du... Et je pense que c'est de l'incompétence, parce que au CNIS, il y avait de très hautes compétences. J'avais la fille d'un ami qui était là-bas, elle était très compétente, ben elle a été évacuée. Alors vous voyez à peu près, chaque fois qu'il y a un noyau de compétences, au lieu de l'encourager, de le développer, on le détruit. C'est un mal qui est en nous, et il faut qu'on le combatte. C'est pour ça que moi j'essaie de prôner que Caire, c'est un long, très long chemin, et que l'on maintienne le niveau, la qualité. Je préfère que l'on tienne dans la durée, plutôt que d'améliorer très rapidement et de retomber. Il faut qu'on ait ce travail dans la durée, et il y a quelque chose aussi, l'absence de bonnes informations, d'informations fiables et d'outils disponibles de l'information nous empêche de monter des systèmes d'aide à la décision, parce que l'information, l'un des premiers usages, c'est de monter des modèles, de faire des simulations, de faire des scénarios avant de prendre toute décision. C'est l'aide à la bonne décision. Or aujourd'hui, nous souffrons tous de décisions intempestives parce qu'elles ne s'appuient pas sur des données fiables, sur des analyses de scénarios éventuels des conséquences de cette prise de décision. Résultat, ça fait mal à l'entreprise, ça fait mal aux citoyens. Vous voyez donc quel est vraiment l'intérêt stratégique d'une bonne information et surtout de son bon usage. Très bien. Anissa Babsia, donc il y a le volet relatif à l'information, aussi le volet relatif au numérique. Vous êtes représentant du GAN, rappelons-le, et c'est un double avantage, j'ai envie de dire, là-dessus. Oui, alors, j'ai pas envie d'être... je ne partagerai pas le temps un petit peu accusateur. Moi, je pense que le problème aujourd'hui d'accès aux données, parce que je pense qu'il y a une double problématique, c'est la problématique de l'existence des données, parce qu'aujourd'hui les organismes sont en mesure de générer, de produire les données dont on a besoin. Est-ce que les données sont exploitables sous le format nécessaire? Et après, est-ce que les données sont accessibles? Donc aujourd'hui, je pense que le plus gros challenge, c'est ce que déplorent la plupart des membres du panel, c'est que les données aujourd'hui sont détenues de façon disparate et en silo chez des organisations séparées. Et chaque organisation aujourd'hui se proclame une certaine souveraineté sur ces données. Est-ce que ces données, en fait, il faut se poser la question, est-ce que ces données sont publiques? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Quelle donnée est publique, quelle ne l'est pas? Avec qui peut-on la partager? Pour quel usage? Est-ce qu'on peut, par exemple, accéder à des données, par exemple, de l'ONS ou de la CNAS, autres organismes, et les utiliser à des fins commerciales? En fait, aujourd'hui, l'absence de cadre qui régit ce partage de données fait que les personnes qui sont en position de décider est-ce qu'ils partagent ou pas ces données sont en position un petit peu d'hésitation, dans la mesure où ils ne savent pas quelle est la conséquence de ce partage de données et est-ce que je peux aujourd'hui partager mes données avec CARE, avec le GAN, ou les partager avec CARE et pas avec le GAN, et quelle en serait la conséquence.
Et je pense qu'à partir de ce moment-là, où on pourrait instaurer une sorte de mécanisme qui régirait les procédures de partage de données, c'est là qu'on pourrait se pencher véritablement sur les problématiques techniques. J'ai envie de citer un petit exemple très simple, c'est que quand le GDPR, le Règlement général de protection des données, a été instauré en mai 2017 en Europe, le règlement disposait et imposait à toute organisation de désigner en interne ou en externe ce qu'on appelle un data officer, un administrateur des données, qui serait un interlocuteur unique au niveau de chaque organisation et qui permettrait en fait d'entamer de façon plus efficace ce type de discussion. Donc si demain, nous, le GAN, on décide de s'associer à CARE et de ramener autour de la table toutes ces parties prenantes publiques, à qui est-ce qu'on pourrait s'adresser? Tous les décideurs ne sont pas forcément en fait des enjeux de la data, et donc ça serait bien d'avoir un interlocuteur qui maîtrise le sujet et les enjeux, notamment sur le plan technique et sur le plan... Alors, Abdelwahab Ziani, pour abonder un peu dans le sens de Anis Habebsia, aujourd'hui l'opérateur économique, et vous en êtes un, il a besoin finalement d'innombrables plateformes ou de sources d'informations qui soient complémentaires et non pas concurrentes. Vous cherchez l'information. Tout type d'information qui peut se retrouver chez l'ONS, chez le CNIS, TBN ou autres plateformes. L'essentiel, c'est d'y avoir accès. Bien sûr, d'abord, il y a certains pays qui ont réussi, et notamment chez les voisins, avant de parler même des entreprises, il y a des plateformes qui sont créées entre institutions, c'est-à-dire tous les ministères balancent les informations sur un système, et ce système est fiable, et il peut redistribuer au sein même des institutions, et ensuite laisser l'accès aux opérateurs d'aller venir puiser dans ces informations. Parce que nous-mêmes, aujourd'hui, on se cherche. Il y a tellement de mécanismes pour chaque ministère. Des fois, on se dit que chaque ministère est un pays, parce que c'est tellement important et chacun fait comme il veut. Donc il y a des passerelles qui ne sont pas tissées entre les institutions, et je pense que cet outil pourra déjà, c'est une prémisse, quoi. C'est vrai que c'est balbutiement, CARE le travail, et j'espère que tout le monde doit adhérer, parce qu'aujourd'hui on a besoin de vitesse, nous sommes au dernier virage de l'économie, et on doit avoir toutes les informations fiables qui peuvent servir l'entreprise. Si je rejoins un peu à l'eBay, c'est vrai qu'on a besoin de données sur les exportations, sur la production, et tout ça doit être dans une plateforme. Si quelqu'un voit que sur un produit est saturé, on n'arrive pas à le vendre, et ben d'autres seront réorientés ailleurs, et c'est grâce un peu à ces données, que ce soit de la donnée de la production, que ce soit de la donnée des lois ou des décrets qui sont en train de pendre de partout. Je pense que ce mécanisme va nous aider justement à aller un peu plus vite sur l'aspect économique. Et je pense qu'aujourd'hui, nos institutions ont besoin d'éclaircissement, et je pense qu'à travers ce satellite de ce programme, pourra justement un peu donner l'orientation. Parce qu'en fait, on a toujours parlé d'un programme économique, et quel est le programme qu'on doit suivre? Est-ce qu'on doit calquer quelque chose? Est-ce qu'on doit créer l'Algérien? Et justement, c'est peut-être grâce à un outil comme ça que le programme algérien peut être fait par rapport aux données que nous pouvons recueillir à l'intérieur de notre pays. Il est très important qu'un programme soit irrigué et soit un peu médiatisé, et c'est vrai que c'est très difficile de rentrer un programme comme ça chez nos institutions, parce qu'on est toujours jaloux, ou je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois que quelqu'un crée, on se dit non, celui-là, bon, ça c'est les États-Unis qui l'ont financé, peut-être que nous n'avons pas cette couleur, notre directive est différente. Donc maintenant, on parle de l'économie, de la mondialisation. On parle de toute contribution qui peut venir nous aider et qui peut faire grandir notre pays. Et je pense que si on arrive à le médiatiser, bien sûr, il faut beaucoup de financement, et aussi c'est notre rôle, moi, en tant que président d'une organisation patronale, c'est d'en parler sans arrêt, qu'il faut adhérer, il faut le faire, il faut commencer à donner, même si c'est 1 gramme d'information, il pourra servir les autres, et les autres pourront justement gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et notre pays a besoin de temps, d'économie, d'argent et beaucoup de choses. Nous avons une effervescence d'entreprises qui veulent être créées, qui veulent accompagner les grandes entreprises, celles comme nous avons tellement souffert. On a traversé plusieurs déserts et on ne veut pas mourir sur la plage, on veut continuer encore. Et aujourd'hui, il faut quand même, à travers ces mécanismes comme ce programme, peut justement donner une direction, une directive à nos jeunes et faire l'environnement d'entreprise. Parfait. Des questions ou des commentaires dans la salle?
Oui. Bah, je pense que le représentant des douanes, forcément. Merci. Naturellement, je devrais réagir. Et vous ne pouvez pas passer inaperçu, j'ai envie de dire. Donc, Effectivement. Donc ça confirme que la douane est un grand fournisseur de l'information. C'est pour ça que ça a suscité des réactions de la part de nos amis des organisations patronales. Je voudrais juste apporter certaines précisions par rapport à ce qui a été dit par M. Nasri, par M. Reda Amrani. Monsieur Amrani. Ils ont parlé de régression parce que ces derniers mois, ils n'arrivent pas à accéder à l'information. Je veux vous dire tout de suite pour vous rassurer qu'il ne s'agit nullement d'une régression. La douane continuera toujours à fournir une information fiable et elle œuvre actuellement à améliorer son système de statistiques. Vous savez bien que les statistiques étaient fournies par l'ex-CNIS, qui ne s'appelle plus CNIS, c'est le CNTC, Centre National des Transmissions et du Système d'Information des Douanes, qui s'apprête ces jours-ci à changer de siège. Donc ce sera au niveau des bananiers, donc un grand siège moderne et qui abritera également le grand data center du futur système d'information des douanes. Donc, concernant les rapports statistiques, effectivement, parce que le passage du CNIS vers la direction générale, il y a une direction qui s'appelle la direction des études et de la prospective, qui travaille d'arrache-pied pour un peu normaliser l'élaboration des statistiques. La publication au niveau du site web de la douane, donc actuellement il y a un travail pour mettre une nouvelle architecture du site. Vous allez constater dans quelques jours que tous les rapports depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui seront publiés au niveau du site web de la douane. Donc il ne s'agit nullement d'une régression. Au contraire, vous allez constater que les rapports qui vont être publiés, et qui sont dans les 3 langues, arabe, français, anglais, donc ça va faciliter la tâche au Caire, donc c'est dans les 3 langues, vous allez voir que les rapports sont plus consistants et plus riches en informations par rapport aux informations, aux rapports publiés par l'ex-CNIS. Si vous permettez, la remarque était surtout sur la périodicité. C'est-à-dire que voilà, vous nous avez habitués à une... Justement, j'arrive justement graduellement. Les statistiques, parce que je vous ai dit que la transition entre le CNIS et la direction des études et de la prospective, donc il a fallu un peu de temps. Donc c'est une contrainte organique au sein de la douane qui a... C'est une contrainte purement organique, il ne s'agit nullement d'une régression, mais au contraire, la douane s'apprête à fournir, que ce soit au gouvernement, aux opérateurs économiques, une information de qualité dans des délais très raisonnables, et ça va s'accentuer avec la mise en place du nouveau système d'information des douanes. Nous sommes en train de travailler avec la partie coréenne, avec la Corée du Sud, pour la numérisation de tous les actes de gestion de l'administration des douanes. Donc déjà, nous sommes à la phase 2, analyse et développement. Nous avons terminé avec la première phase d'expression des besoins, la phase BPR et ISP. Donc, il y a plusieurs modules qui seront déployés durant l'année 2022. Il y a même un module qui est dédié aux statistiques qui s'appelle le Data Warehouse. Donc, vous allez constater dans l'année prochaine, au niveau de l'année prochaine, beaucoup de progrès. Donc, on demande juste de la patience de la part de nos opérateurs et il ne s'agit nullement d'une régression. Au contraire, nous nous apprêtons à faire un saut qualitatif et vous allez le constater. Et on peut même se fixer rendez-vous. Nous sommes très
Donc, très ouvert. à partir du premier trimestre 2022, Non, pour comment la ça va se fourniture passer? des statistiques pour la publication des rapports au niveau du site web, ça va être incessamment, courant du mois de juillet. Mais je parle du nouveau système d'information des douanes avec la partie coréenne. Le déploiement de les 8 premiers modules concernant le dédouanement, le e-payment. Donc ça va être au 4e trimestre 2022. Il y aura un déploiement effectif. Donc vous allez constater un grand changement au niveau des opérations du commerce extérieur, la fluidité des échanges, l'accès à l'information fiable. Maintenant, juste pour répondre à monsieur qui a, bon, peut-être que c'est un jugement, il disait qu'il y avait des compétences au CNIS, maintenant il n'y a plus de compétences. Je crois qu'il faut peut-être avoir du recul avant de juger. C'est-à-dire, c'est pas sur la base d'un ingénieur qui vous a dit les CNIS kent bien ou non. Je crois qu'il faut il faut être en interne. Moi, peut-être, je vous dirais le contraire. Déjà, 80% des cadres qui travaillaient au niveau des statistiques de l'ex-CNIS ont été transférés vers la direction générale. Donc, ils sont là, les anciens du CNIS sont déjà au niveau des statistiques. Et deuxièmement, il y a des cadres actuellement au niveau de la direction des études qui sont des gens très, très, très compétents. Donc, ils travaillent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas publié un rapport que vous allez juger qu'il n'y a plus de compétences et qu'il n'y a plus de travail qui est fait à la douane. Au contraire, nous travaillons 7 jours sur 7 sur ce dossier. Très bien. Donc, juste pour concernant donc je rejoins parfaitement, j'allais évoquer ça. L'information, ce que la douane doit fournir au Caire, nous sommes très ouverts à discuter avec vous pour vous fournir l'information, pour alimenter votre site, qui est une louable initiative dans l'intérêt un peu du monde économique. Nous sommes très prêts à vous recevoir au niveau de la direction générale pour discuter des modalités. Seulement, vous connaissez bien l'information institutionnelle. Il y a l'information publique, il y a une information qui n'est pas publique. Justement, la direction des études et de la perspective voulait mettre de l'ordre parce que, comme a dit le collègue, cette histoire de prendre un flash disk et avoir toute l'information, même aux États-Unis ou en Europe, ce n'est pas permis. Donc il y a de l'information, il faut que ça soit encadré. Il y a le Conseil national des statistiques qui a été mis en place récemment, qui va fixer un peu les règles. Quelle est l'information? Ce n'est pas la douane qui va dire ça. Il y a un conseil qui regroupe toutes les institutions qui fournissent un peu les statistiques, y compris l'ONS et son membre. Donc il faut que des règles soient fixées, soient transparentes. Quelle est l'information publique? Quelle est l'information qui n'est pas publique? Quelles sont les modalités? Et la douane est prête à se conformer strictement à toutes les instructions qui vont émaner du gouvernement concernant la fourniture des statistiques. Encore une fois, nous invitons CARE à venir à la direction générale pour discuter un peu des modalités et notamment de coopération avec TBN. De coopération. Encore une fois, je réitère la position de la douane que c'est une louable initiative et nous-mêmes, nous œuvrons à ce que l'opérateur ait l'information dont il a besoin. Et la preuve, vous êtes là. Merci. Merci. Slim Othmani. Merci. Moi, je ne peux que me satisfaire de ce que j'entends. Il y a une réelle prise de conscience de l'importance de l'information, de la donnée. C'est vrai pour la sphère économique, c'est vrai pour la sphère institutionnelle, c'est vrai pour les partenaires internationaux de l'Algérie. Une fois, on a dit, enfin, tout le monde le dit dans le monde entier, la nouvelle ressource exceptionnelle, le nouveau pétrole en quelque sorte, hein, c'est la donnée. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la travaille? Alors, il y a juste un petit point, je ne vais pas être long, il y a un petit point qui m'interpelle. C'est un appel que je lance un peu aux institutions. Ne vous sentez pas en concurrence avec nous.
Ne vous sentez pas en concurrence entre vous concernant les données. Soyez solidaires avec nous, soyons solidaires ensemble, soyez solidaires entre vous. Arrêtez d'imaginer ou de jalouser la naissance d'un produit comme ça en disant nous aussi on va faire la même chose. Et tout de suite on commence à débloquer des budgets pour faire la même chose. Peu importe qu'il y ait 10 plateformes comme ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qu'on travaille tous ensemble. Le plus important c'est que l'on puisse produire et donner du sens à ce que nous faisons à travers les analyses, à travers le travail. Il y a beaucoup d'experts qui analysent ces données, qui sont capables de produire des notes de conjoncture, ce que nous ne voyons pas suffisamment en Algérie. Il n'y a pas suffisamment de notes de conjoncture produites par des experts algériens. On voit des notes de conjoncture produites par des experts internationaux et tout le monde se les partage sur le web comme si c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on n'arrive pas à faire. On est 43 millions d'habitants, on n'arrive pas à produire une note de conjoncture. Pourquoi? Parce que les institutions sont en compétition entre elles, parce que les gens sont en compétition concernant la donnée. Tout à l'heure, quelqu'un disait des silos. Les silos, c'est plus que des silos, c'est des silos blindés. Et rappelons tout de même que la donnée, c'est comme le yaourt. Aujourd'hui, ça a de la valeur. Dans 30 jours, elle n'aura pas la même valeur. Donc, il faut aussi prendre conscience de cette notion du temps. Moi, je suis très content de ce que j'ai entendu au niveau des douanes. C'est vrai que il faut du temps pour réorganiser, pour remettre de l'ordre dans ce qui se passait. C'est vrai qu'il y a du désordre. C'est vrai que prendre des données sur des flash disks au niveau institutionnel, ça n'a pas de sens. C'est vrai s'il n'y a pas de data officer au niveau d'une institution, ça aussi, ça n'a pas de sens. L'appel que je lance un tout petit peu, c'est de dire est-ce que CARE peut imaginer un scénario qui a été déjà un tout petit peu échafaudé par monsieur de la Direction générale des douanes, un scénario de contrat de fourniture de données entre une institution et un organisme qui essaye de donner du sens et de produire des données dans lequel on va définir exactement les données auxquelles on va avoir accès, comme vous le disiez, à quel rythme nous allons les produire, parce que c'est ça qui va être fondamental. C'est pas le fait de me dire je vais te donner, tu as accès à l'information. Oui, mais si je mets 3 mois pour obtenir une information sur le commerce extérieur, alors que normalement, compte tenu de la disponibilité des outils informatiques, une donnée de commerce extérieur, en un clic, tous les jours, je peux avoir la situation du commerce extérieur. Donc nous, à terme, l'objectif, c'est d'avoir vraiment un site quasi temps réel, c'est-à-dire qu'il soit relié, par exemple, aux douanes par quelque chose qui est hautement sécurisé concernant les données, où on peut actualiser brutalement toutes ces données, avec le ministère du Commerce, avec l'ONS, etc. Donc c'est un peu tout ça. D'autre part, et on l'a dit, la plateforme est à disposition. Si une institution nous dit, écoutez, moi je voudrais m'associer à vous dans cette plateforme, s'associer ça veut dire et vous fournir de l'information et participer à la vie de cette plateforme, bienvenue, nous on est parfaitement ouverts, on n'est pas un organisme à but lucratif, on est un organisme à but incitatif à améliorer le climat des affaires en Algérie et à rendre notre destination attractive, parce qu'on entend partout la destination Algérie est-elle attractive, est-elle attractive? Elle ne sera pas attractive tant qu'on va continuer à fonctionner, comme disait monsieur, en silo. Elle ne sera pas attractive tant qu'on va être animé systématiquement de paranoïa par rapport à la donnée. Et si on n'a pas de données, on ne pourra jamais ni exporter correctement, ni de façon dynamique, parce qu'on en a besoin, ni importer correctement. On a un véritable désordre dans l'importation et on a une absence de stratégie d'exportation. Globalement, en fait, notre économie ne tourne pas rond parce que nous n'avons pas les bonnes données. Merci. Merci. D'autres interventions? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis nouvellement membre de CARE, mais je n'ai pas été du tout impliqué parce que je suis nouvellement membre. Et donc, toutes mes félicitations à ceux qui ont eu cette heureuse idée et qui ont fini par avoir un produit très, très convivial et qui nous permet un peu de nous remettre du mal qu'on a lorsqu'on utilise des sites officiels qui sont des sites mis en place par les producteurs primaires de l'information. Je souhaiterais juste dire que... vous présentez, s'il vous plaît, votre nom.
Pardon? Votre nom, il faut que vous vous présentez. Youssef Ben Abdallah. Je souhaiterais juste dire que j'ai participé à pas mal d'études d'expertise et à chaque fois c'est la même histoire. Une des premières recommandations, voire la première recommandation, est de dire que le système d'information en Algérie est défaillant. Un peu pour exprimer au pouvoir public qu'une économie qui est mal informée est une économie qui est mal gouvernée. La relation est directe, elle est à 100%. Les économistes ont mis 2 siècles pour s'apercevoir que leur hypothèse sur l'information, parce que c'est une facilité pour modéliser, etc., pour remettre en cause cette hypothèse. Ce n'est que 30 à 40 ans que maintenant aujourd'hui l'information, c'est pratiquement l'élément essentiel de toute fonction de production, de décision, d'anticipation, etc. En Algérie, on est encore à une information qui est très générale, qui est asymétrique, qui est un instrument de pouvoir, qui est un instrument d'opportunisme, etc. On a d'abord une mauvaise image de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas qui on est, à partir du moment qu'on n'a pas une information fiable. L'image que nous donnons à l'étranger est une image aussi qui n'est pas bonne, parce que l'étranger a besoin d'une image très claire pour pouvoir prendre des décisions nous concernant. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous raconte mon histoire d'enseignant. Tous les thésards que je connais, ils sont obligés d'aller prendre de l'information à l'étranger. Dans les bases de données internationales, et là, dans la salle, il y a des gens qui connaissent parfaitement ça, dans les bases de données internationales très très poussées, très très fines, mais l'Algérie n'y paraît pas. Pourquoi? Parce que justement, l'information primaire qui est donnée n'est pas suffisante pour modéliser, pour faire des analyses, etc. Maintenant, moi je travaille un peu sur le commerce international, je ne veux pas du tout polémiquer. Hein. D'abord, jusqu'à dernièrement, les données directes dans les bases de données internationales, pas dans les bases algériennes. Hein. L'Algérie ne paraît plus depuis 2017. On est en 2021. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Sinon, on est obligé de recourir à ce qu'on appelle des données indirectes, c'est-à-dire les déclarations des opérateurs étrangers avec le commerce, dans le commerce avec l'Algérie. Ce qui fait, vous avez des gens, ne serait-ce qu'au niveau académique, au niveau de la recherche, parce que ces gens-là aussi ont besoin de vivre. Et peut-être que sur le plan analytique, ils peuvent apporter beaucoup, aussi bien au gouvernement qu'aux entreprises. Ils n'ont pas d'information. Mais l'information aujourd'hui est une matière première essentielle pour optimiser la décision, pour gouverner, mais aussi c'est un instrument de confiance. Si on est mal informé ou on pense qu'on est mal informé par rapport à l'autre, on entre dans une crise de confiance et on ne prend pas de décision. Ça, c'est quelque chose d'important. La question que je souhaiterais poser, l'information est un bien public pur, c'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à rivalité, à concurrence. Quelle est l'autorité aujourd'hui en Algérie qui devrait imposer l'information comme un bien public pur et obliger aussi bien les institutions étatiques que les entreprises à produire efficacement et honnêtement cette information pour la mettre à la disposition de tous afin d'optimiser la décision pour tous. Je vous remercie. Parfait. Merci pour cette question extrêmement pertinente. Une réaction, des réponses certainement? Bien public, cette information économique pure. Voilà. Ce n'est pas une réponse, je n'ai pas de réponse à une analyse. Je pense qu'il est allumé. Hein. Oui. Moi, je voudrais rebondir, c'est-à-dire c'est un peu dans le prolongement. L'intervention de professeur Ben Abdallah nous interpelle sur la question de la gouvernance de l'information. Ce petit vacuum-là d'autorité qui définit justement des engagements réciproques, des obligations,
C'est ce qui, dans d'autres pays, a été à la charge soit de ministères chargés de la gouvernance ou rattachés au ministère chargé de la transformation numérique ou rattachés à des, je dirais, à des task force ou à des groupes de travail sur la transformation de la gouvernance économique. C'est-à-dire, je ne parle pas de la gouvernance d'entreprise à l'échelle d'entreprise, je parle de la gouvernance économique. Et jusqu'à maintenant, en Algérie, la question n'a pas été abordée en tant que telle. On a toujours abordé le sujet de la gouvernance économique d'une manière fragmentée. Et la politique elle-même des réformes est abordée d'une manière fragmentée jusqu'au dernier document qui a été rendu public il y a une semaine. Bon, on l'avait vu, voilà. Où il y a quand même, on aborde quand même cet aspect-là, il faut pas le nier. Mais encore d'une manière très passagère et très, je dirais, highline, comme on dit. La question de la gouvernance économique est le cadre conceptuel qui permet de dire justement, de définir cette obligation de redevabilité des institutions, puisqu'on parle de la chose publique d'abord, mais aussi de la question de redevabilité des entreprises, parce que nous sommes dans un rapport de type contrat social. On demande des choses à l'État, mais on demande des choses aussi aux entreprises, comme on demande des choses à la société civile, on demande donc un minimum aussi aux citoyens. Donc on est dans un cadre de responsabilité partagée entre la société civile, le citoyen individuellement, le monde de l'entreprise et l'État en tant que représentation publique. S'il n'y a pas ce mode de contrat social qui dit que moi, je suis citoyen, je veux bien payer des impôts, parce qu'au final, après, on se ramène toujours à la question de l'impôt. Le but du jeu, quand on parle du système d'information, se ramène toujours à deux questions. La question fiscale et la question du projet de développement de l'État, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme argent dans un projet de développement national. Et si on n'a pas l'information, on ne peut pas le faire. Et donc, le cadre de gouvernance, c'est d'abord la problématique de la redevabilité des partis. Nous avons besoin aujourd'hui qu'il y ait une autorité, que ce soit un ministère ou une autorité à la présidence, une autorité à la primature, qui soit la locomotive de la transformation de la gouvernance, de la chose économique. C'est à partir de là qu'on définit des cadres de redevabilité et qu'on définit des cadres de transparence. Moi, je veux bien qu'il y ait de l'information confidentielle, mais il faudrait qu'on soit benchmarké. C'est-à-dire que quand je dis benchmarké, il ne faut pas que ce qui est confidentiel chez nous soit une information courante et publique chez le concurrent d'à côté. Sinon, on est cuit, c'est-à-dire on est perdu, on se tire une balle dans le pied en réalité. Et aujourd'hui, ce qui se passe justement, c'est que trop, et je suis désolé de le dire franchement, trop d'institutions décrètent que ça c'est confidentiel, ça ce n'est pas communicable. Non, il faut qu'il y ait une autre... Et on perd des parts de marché à l'international. On perd d'abord de la visibilité, on perd de la crédibilité et on perd des points de croissance en interne. Et c'est là où il faudrait que mettre un peu le haut là actuellement. Moi, de mon métier, et beaucoup de gens dans la salle sont des consultants, mes amis ici et dans le panel aussi, où souvent on bute face à des choses que genre, on ne vous donne pas d'informations. Je suis en train de faire une mission pour un client et on va chercher à la pêche un peu aux informations. On nous dit, on ne vous donne pas. Oh. Alors que partout ailleurs, c'est de l'information publique. Et donc, il faut qu'il y ait une autorité qui mette le haut là. C'est à partir de là qu'on va retomber donc, sur le concept qui a été avancé par le professeur, qui est celui donc, de l'information qui est un bien public, partagé, public. Voilà. Et c'est là où on peut, à partir de là, planifier. Parce qu'une fois que le cadre est mis, on peut planifier. C'est-à-dire, c'est là où s'inscrit ce que disait M. le représentant de la DGD, où on va justement aller sur des choses, dire attention, là on n'est pas mûr, donnez-nous 6 mois, donnez-nous 1 an, mais dans un cadre consensuel. Très bien. Et il faut qu'on ait ce consensus de la transformation. Un rapide tour de table là-dessus, pour terminer. Oui, allez-y, Oui. Ali Nasri. Le droit à l'information est constitutionnel. Donc, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle constitution, c'est acté, tout citoyen a le droit, conformément à la constitution, d'avoir des informations. Nous sommes toujours dans, il y a un syndrome donc, de l'évaluation de l'information. On ne sait pas qui décrète si elle est publiable, si elle ne l'est pas. Pour revenir à la douane et pour clarifier certaines choses, je l'ai dit. J'ai dit que la douane, j'ai parlé de régression en matière de livrables et de timing. Ce qui se passait, nous sommes, en tant qu'observateurs, c'est que la douane, c'est elle qui communiquait
les statistiques, c'est-à-dire les agrégats du commerce extérieur, à l'APS. Il y a une substitution, donc c'est le ministère du Commerce qui donne des informations comme ça. Et je regrette de le dire, c'était dans le trimestre suivant qu'on avait des informations. Vous voyez le site avant, c'était le trimestre, c'était les 4 mois, les 5 mois. Mais 6 mois, c'est une réalité. Je ne dis pas, et je l'ai dit, l'outil, c'est-à-dire que maintenant il y avait un outil statistique avec les études de la prospective, on l'a étoffé, il y a des analyses qui sont faites, la source informationnelle est très très développée, c'est une excellente initiative. J'ai eu l'occasion donc de dire au premier responsable des douanes que c'était extrêmement bénéfique pour tout le monde. Mais ce que nous, on constate malheureusement, c'est qu'on a besoin d'une information, si c'est les grands agrégats, au moment opportun. Tous les pays bloquent et donnent l'information au mois, si ce n'est pas en 15 jours. Donc, on a 6 mois. Donc, je sollicite mais pas parce que on est obligé de recourir. Tous les pays figurent que 2020. On a une dernière figurée. Parce que c'est à partir de la publication officielle que TradeMap reprend les statistiques. أنا ما نحبش. علاش أنا بي إكس خير مني؟ علاه؟ Moi, ça me touche en tant qu'Algérien, ça me touche. Donc, il faut revenir au nom. Qui détient l'information, détient le pouvoir. Parfait. Ça, c'est très important. Mais ce que nous attendons de cet outil, c'est très, très, très important pour nous. La fiabilité des informations, mais l'adhésion, il ne sera pas valable si un secteur paraît et l'autre ne paraît pas en termes donc de connaissances économiques du pays. Nous savons très bien que le grand problème de l'Algérie, je vous citerai par exemple quand on a eu des protections à faire sur la protection du marché. Quand on avait adhéré à la grande zone de libre-échange et à l'Axad, on a eu des problèmes parce qu'il fallait protéger des créneaux, l'État était dépourvu de statistiques. Quelqu'un venait, moi je protège, l'autre je ne protège pas, l'autre délicat. Et on avait cette difficulté à faire remonter l'information parce qu'il n'y avait pas un maillage de l'information, il n'y avait pas donc un sourcing de l'information. Et je reprends la gouvernance économique. Si on ne maîtrise pas ce qui est élémentaire, quelle projection de la relance économique, parce que maintenant on n'est pas sur le pied du mur, donc on a un retard économique, ça c'est clair, on peut le rattraper, là j'ai des capacités, mais un retard informationnel maintenant, ce n'est pas admis. Très bien. Je pense qu'on est tous d'accord sur la nécessité d'avoir aujourd'hui un vrai framework de gouvernance des données. Ce framework de gouvernance des données pourrait être constitué d'une partie réglementaire, avec des propositions de loi et des textes d'application. Parce que oui, nous avons un article constitutionnel qui porte sur le droit à l'information, mais au-delà de ça, nous n'avons aucun autre article ou aucune autre loi qui porte sur l'obligation de telle ou telle organisation à partager ces données. Le framework serait également composé d'une terminologie. Qu'est-ce qu'une donnée publique? Qu'est-ce qu'une donnée privée? Qu'est-ce qu'une donnée confidentielle? Qu'est-ce qu'une donnée à caractère secret défense? Qui peut accéder à quoi? Comment? Avec quelle procédure? Est-ce qu'on peut, avec un flash disk, le récupérer? Oui, non. Sous quelle forme seraient partagées les données? Exemple très simple. Ex-Ansège, l'ANAD, avait publié sur son site web un tableau avec des informations qui n'étaient pas du tout exploitables. C'est-à-dire, ok, c'est un pas, c'est de l'information, mais le format, ce n'est pas des données qui sont exploitables. Alors, il faut réfléchir également, qu'est-ce qu'on veut faire de ces données? Si le but est d'alimenter ce type d'initiative, on ne peut pas les alimenter avec un tableau qui est publié
sous un format non exploitable. Donc, et également, quelles seraient les obligations de toute partie prenante et quels seraient les process de partage de données. Maintenant, mettons que ce framework soit la solution idéale et que si on arrive à aboutir à ce type de framework avec tout le monde autour de la table, on ait réalisé un super saut qualitatif. Maintenant, je pense qu'un des problèmes, c'est que, M. Delara est avec nous, le ministère de la numérisation et des statistiques est un ministère jeune, nouveau, n'a pas forcément les ressources pour s'attaquer à plusieurs chantiers à la fois. Il y a un Conseil national des statistiques. Est-ce que ça fait partie de ses missions de tracer un framework de la gouvernance des données? Oui, non. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a plusieurs interlocuteurs possibles, mais ça ne relève pour l'instant des prérogatives d'aucune institution d'élaborer ce framework. Alors on pose la question, à qui est-ce qu'il revient de travailler sur ce framework? Est-ce que c'est à nous de le faire? Si c'est à nous de nous mettre sur la table et de travailler sur une proposition de framework de gouvernance des données, est-ce que demain le ministère des Statistiques peut adopter le framework et porter le framework pour le faire adopter de façon officielle par le gouvernement? Et donc, les autres organismes n'auront pas de mal, monsieur le représentant des douanes le disait, s'il y a un framework légal qui nous dit voilà ce qu'on doit faire, nous on le fait, ils n'ont pas de problème avec ça. Très bien. Donc la question est posée. Monsieur, allez-y pour votre intervention. Merci. Youssef Bazizi, Office national des statistiques. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de CARE pour la mise en place de ce tableau de bord qui, donc, nous pensons en tout cas à l'ONS, ne fait aucunement concurrence à ce que l'ONS fait, bien au contraire. Il apporte une valeur ajoutée très, très significative, en ce sens que il englobe beaucoup d'informations issues de différentes sources, d'une part, et d'autre part, il va un peu loin dans l'analyse, parce que l'ONS n'a pas pour mission de faire des analyses très poussées de ces données. Donc il produit de l'information, il en fait une lecture première, une lecture statistique première, et c'est aux utilisateurs un peu d'aller en profondeur dans les analyses, comme c'est un peu présenté dans ce tableau de bord. Donc, pas de concurrence, au contraire, cet outil-là servira à l'ONS, le fait de le consulter, etc. On pourra peut-être, j'allais dire, penser à essayer de produire un certain nombre d'informations qui compléteraient ce qui pourrait ne pas exister, ça ou là. Ceci dit, donc, l'ONS reste un établissement public national, donc il a un plan de charge il répond au plan de charge du gouvernement. Donc, en ce sens, donc, de tout ce qui est, j'allais dire, un peu produit par l'ONS, en tout cas, ce qui est, j'allais dire, ce qui a un niveau de représentativité suffisant est public. Donc, depuis un certain temps, tout ce qui est produit par l'ONS est mis systématiquement sur le site. Maintenant, les délais j'allais dire, de référence pour les informations. Là, donc, comme vous le savez, la production d'informations, c'est tout un chaînon. Il y a de l'information qui est directement produite par l'ONS, par ses propres moyens, à travers les recensements, à travers les enquêtes faites au sondage, etc. Là, il n'y a pas de problème de délai. Donc, dès que le recensement est terminé, il y a un délai incompressible de traitement de l'information, d'appurement de l'information, parce que, comme vous le savez, tout ce qui est un peu collecte d'informations, c'est un système déclaratif. Donc, il va falloir éplucher un peu toutes les déclarations, essayer de lever toutes les incohérences, etc. Ça a un temps, c'est valable dans tous les pays. Les enquêtes au sondage aussi. Donc là, ça nécessite un certain temps pour faire un peu ces travaux d'épurement des données. Et pour un peu les informations qui sont produites par l'ONS, mais qui dépendent d'autres sources d'informations. Là, l'ONS est tributaire des réponses de toutes ces sources-là. À titre d'exemple, quand nous menons une enquête
sur les salaires auprès des entreprises. Nous avons un échantillon d'entreprises. On envoie des questionnaires. Sur 6000 questionnaires que nous avons envoyés, nous en recevons au mieux 600-700. Et des fois, donc, nous considérons que peut-être l'échantillon est suffisamment, j'allais dire, grand pour pouvoir publier quelque chose, mais si une entreprise importante d'un secteur donné ne répond pas, on n'est pas en mesure de produire l'information. Il va falloir, et des fois, ce n'est pas j'allais dire, des variables qui sont estimables facilement. Donc, du coup, nous sommes dans l'obligation de faire des rappels, des fois de nous déplacer, etc., pour essayer d'avoir cette information qui bloque la compilation pour obtenir les résultats, les indicateurs au niveau global. Donc, tout le monde, comme disait le monsieur, tout le monde est, j'allais dire, partie prenante de cette information-là. C'est ce qui est visible. C'est celui qui la rend publique. C'est-à-dire le retard, il lui est imputé, alors qu'il y a des retards intermédiaires qui se cumulent, qui ne sont pas visibles au public. Donc ça, c'est pour vous dire un peu le processus de production d'informations. Ceci dit, donc, concernant j'allais dire, qui doit faire quoi, comme l'accessibilité à l'information, il y a actuellement, donc, le Conseil national de la statistique va être mis en place dans quelques semaines. Je pense que c'est le lieu idéal pour débattre de toutes ces questions-là. Il y a les producteurs de l'information qui sont dedans, il y a les utilisateurs d'information, il y a les patronats, il y a les syndicats. Donc tout ce monde-là se réunit dans le cadre de ce conseil-là et toutes les questions un peu d'accessibilité à l'information vont être débattues et j'allais dire même de redondance d'information ou bien d'absence de secteurs qui ne seraient pas ciblés par la production d'informations, etc. Donc, s'agissant de l'ONS, donc, je rassure tout le monde que toutes les informations produites par l'ONS sont disponibles et sont j'allais dire, à la disposition de tout le monde, sauf parce que des fois, il y a une nuance. Des fois, les gens, quand ils voient un questionnaire comme ça, il y a un certain nombre de questions qui figurent dans le questionnaire. Mais quand on fait une enquête au sondage, ce n'est pas tout ce qui est dans le questionnaire qui a une valeur statistique exacte. Il y a des informations qui ne sont pas significatives statistiquement. Et c'est ce type de données qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas remis à ce niveau-là, il n'y a pas de représentativité. D'accord. Et j'aurais terminé. Merci. Merci. Monsieur, rapidement, Maître Ben Miloud, et puis on donnera le dernier mot au panel. Tfadal, allez-y, parce que vous êtes à côté. Tfadal. Monsieur Darrar, je suis représentant du ministère de la numérisation et des statistiques. Donc on tient au nom du ministre à remercier CARE de l'effort qui a été consenti pour mettre en place un tel projet. Nous le voyons comme étant un projet qui va regrouper tout le monde. C'est autour de ce projet qu'on va se concerter peut-être pour un peu faire remonter, non pas la donnée, mais la connaissance nécessaire pour pouvoir aider à la prise de décision. Moi, je voudrais juste apporter ce n'est pas des précisions, mais pour un petit peu enrichir le débat et pour un peu échanger sur ce que nous avons comme information, ce que nous avons fait comme action qui vient justement compléter les efforts des uns et des autres. Donc, on est un ministère jeune, donc je ne vais pas parler au nom du ministère, mais je vais parler un peu rapidement des actions que nous avons engagées pour promouvoir, développer l'information statistique. Donc, on s'inscrit parfaitement dans la coordination, comme l'a souligné M. tout à l'heure. Donc, c'est vrai, on a constaté qu'il y a un problème de coordination et d'institution. Il n'y a pas un échange. Nous avons créé un mécanisme de concertation avec l'ensemble des départements ministériels. Donc, le ministère a dans chaque département un point focal. On va échanger avec eux pour voir un petit peu l'information en horizontal. Et c'est ouvert également avec tous les opérateurs. Mais également, nous avons lancé dans une action un peu verticale ce qu'on appelle, nous, le maillage statistique local. C'est-à-dire nous avons créé dans chaque commune une cellule qui doit remonter l'information au niveau de la wilaya. Ensuite, elle est remontée au niveau central pour la consolider
la traiter et sortir donc avec des recommandations, bien entendu, avec un regroupement, donc une consolidation avec les autres sources de données. Il y a également, donc, comme l'a souligné M. Bazizi, l'organe un petit peu qui va regrouper tout le monde, c'est le Conseil national de la statistique. Le décret donc a été signé. Nous allons l'installer dans les jours à venir, Inch'Allah. Et donc c'est lui qui va un peu déterminer le cadre réglementaire, la stratégie, les programmes. Elle a été élargie en plus de 5 experts à 10 experts, donc sur une couverture un petit peu nationale. Donc moi, juste en résumé, je voudrais dire que on est là pour échanger, pour se concerter, justement pour pouvoir donner donc un tableau de bord d'aide à la décision pour les pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci. Hind Ben Miloud, dernier intervenant avant de clôturer avec le panel. Je vous en prie. Merci. Donc, Hind Ben Miloud, je suis avocate et en même temps vice-présidente de CARE. Félicitations au travail, hein, ML, Samy, bien sûr, que vous avez l'idée. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose de très important qu'a dit Ali Harbi, le représentant de l'ONS. Il y a toute une partie qui est occultée. Par exemple, le CNRC, c'est un puits de renseignements. Vous pouvez avoir toutes les informations sur les entreprises et savoir avec qui vous allez passer un contrat, si vous y avez accès. Normalement, c'est une information publique. Dès lors où on publie des bilans, dès lors où on donne des informations au CNRC, c'est public. Or, aujourd'hui, seuls ceux qui ont accès à l'information, c'est qui? C'est nous, les avocats. On fait une demande, et encore, c'est une demande qui tarde à venir, alors que normalement, c'est un clic, et on a une information. Il y a aujourd'hui, ceux qui sont au courant de tout, c'est les notaires, parce qu'ils ont cet accès. Alors récemment, il paraît que nous, on peut effectivement payer un abonnement et accéder à cette information. C'est très bien. Mais je pense que le commun des mortels doit pouvoir avoir accès s'il veut passer un partenariat. Ali Harbi l'a dit, le représentant de l'ONS le dit, les sociétés non plus ne jouent pas le jeu. Il faut classifier qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour pouvoir effectivement mettre à disposition ce type d'information. Voilà, c'est un petit peu juste être complémentaire sur des choses quand même qui sont essentielles. Parfait. Juste une petite précision. La loi sur les données personnelles donne quand même une partie de la classification de la donnée. Il y a quand même quelques-unes. D'accord. Allez, dernier mot, Rida Amrani, éventuellement, et je laisse, non, c'est bon, Abdelwahab Ziani, je vous laisse conclure. Donc, je souhaiterais d'abord, en tant que chef d'entreprise, faire un petit témoignage vis-à-vis de la douane. Donc, il y a plus de 3 ans de cela, nous avons non, ne leur tombez plus dessus, hein. C'est bon, là, parce que vraiment... Au contraire, c'est une bonne chose, parce Allez, que super. je vais vous faire un témoignage qui nous a aidé à gagner quand même 1 million d'euros, grâce aux statistiques. Allez. Donc, pour vous donner que l'information est très importante dans notre pays. Il a fallu qu'un jour, je demande donc officiellement à la douane de me donner des statistiques sur des positions tarifaires vraiment précises. Elles m'ont été données sur 2 ans. J'ai constaté que certaines entreprises qui étaient dans mon segment achetaient un produit qui était facturé aux environs de 15 € le kilo et que moi, je mets sur le marché à 2 €. Donc, j'étais sidéré par la quantité qui était importée et la non-connaissance de nos entreprises entre elles que ce produit existait national et 100% algérien. Et moins cher. Et beaucoup moins cher. Comme matière première. Exactement. Et donc, grâce à l'information qui m'a été fournie, j'ai commencé à constater les gens. Les gens ont commencé à me dire, est-ce que c'est de la qualité, est-ce que ce n'est pas de la qualité, alors que c'était un produit basique. Hein, c'est vraiment le basique du basique. Et à ce moment-là, quand on a commencé à produire, c'est-à-dire à produire des échantillons et un prix, le prix que nous avons donné aux entreprises, qui étaient toujours importatrices, donnait que notre prix, que c'était de la mauvaise qualité. Parce que 2 € et 15 €, c'est quoi? C'est de l'eau. D'accord. Et c'est l'échantillon, donc quand il est parti dans les entreprises, a fait vraiment donner de la valeur à notre produit et nous avons gagné quand même des marchés, de lors que ça nous a donné un point de plus, c'est 1 million d'euros dans notre entreprise. C'est pour vous dire que voilà des informations qui peuvent irriguer tout le monde
et qui peuvent aider les entreprises entre elles de se connaître grâce à votre information. Elle est très importante pour nous. Deuxième point, je termine là-dessus. Deuxième point, je rejoins un peu ce que Slim m'a déclaré ce matin. C'est vrai que nous travaillons depuis tout à l'heure, nous travaillons sur l'information Algérie. Et maintenant, il va falloir penser régional, au moins minimum Maghreb, parce qu'il y a un marché de presque 120 millions ou 130 millions. Et donc, si on arrive à nous mettre à niveau sur certaines informations et prendre les informations au moins, qui m'égoulent le Jiran, au moins le voisinage, ça nous permettrait déjà d'exporter en intra-Maghreb un chiffre plus important, alors que nos entreprises ont besoin de travailler aujourd'hui. C'est l'information qui peut faire vivre l'entreprise et régionalement s'installer fortement. Parfait, d'où l'appellation tableau de bord. Bon, on va clôturer. Slim, Amel, un dernier pour le panel, si vous vous permettez. On a abordé la question de la disponibilité de l'information, mais on n'a pas abordé la question de la production d'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'institutions qui produisent de l'information, ça n'y a pas de problème, mais je parle de produire en tant que personne. Je suis un bureau d'études, je décide de faire une enquête consommateur sur un produit X ou un produit Y. Eh bien, ma grande surprise, c'est le seul pays au monde où il faut demander une autorisation pour faire une enquête consommateur. Et donc produire de l'information, c'est-à-dire produire de la richesse pour le pays, il faut attendre, excusez-moi, qu'un fonctionnaire décide du bien fondé de ma demande, de dire je veux savoir qui consomme la marque X de tel produit, je dois demander l'autorisation. Ça, c'est une des grandes aberrations que nous avons et qui n'a pas lieu. Nous avons besoin de produire beaucoup d'informations. Aujourd'hui, le grand problème des entreprises algériennes et de la compétitivité de l'Algérie, c'est que les industriels, les opérateurs économiques de biens ou de services ne connaissent pas le consommateur et ont du mal à le connaître parce qu'il est interdit, d'abord, en attente d'autorisation, il est interdit de déclencher une enquête consommateur. Interdit. Il faut demander une autorisation. Les autorisations ne sont pas faciles à obtenir, elles mettent du temps. Pour quelle raison? Je n'en ai aucune idée. Vous voulez faire une enquête sur un fromage, vous n'avez pas besoin d'attendre l'autorisation quand même du ministère du Commerce. Et pourtant, oui, vous êtes obligé de le faire. Donc, la production d'informations, s'il y a un travail à faire, tout à l'heure vous parliez, jeune homme, de tout le travail concernant l'information, c'est très bien, mais il faut aussi lever les barrières à la production de cette nouvelle richesse qui est la donnée et l'information qui nous permet de décider très rapidement. Deuxième point extrêmement important, les marchés internationaux sur les intrants de production qui sont vitaux pour la compétitivité algérienne, nous n'avons pas d'informations. On est dans le brouillard total. Bon, évidemment, certains font des efforts. On va chercher ailleurs dans le monde. On paye en changeant au marché parallèle. On met dans un compte en devise et on paye un abonnement dans un compte international pour avoir accès à une information. Alors que sur les matières premières et les intrants internationaux, le cours mondial de ces intrants, il devrait être disponible tellement c'est stratégique et vital pour nous parce que nous avons une économie qui est extravertie, nous avons besoin de cette information. Je vous dis, je suis concerné parce que j'ai une petite activité dans le bois. Le prix du bois en Algérie a été multiplié, dans le monde, pardon, a été quasiment multiplié par 2, voire par 3. Son impact sur l'économie algérienne est énorme, mais personne ne veut le regarder. Idem pour des huiles, idem pour les céréales, idem pour X, Y. Le prix du transport international, on se le dit de bouche à bouche entre opérateurs économiques. Mais vous ne pensez pas que ça aurait plus de sens d'avoir un site qui parle justement des matières premières stratégiques pour l'économie algérienne, leur évolution, le cours mondial et les tendances mondiales, parce qu'il faut anticiper. Ah, on découvre que telle matière première stratégique pour l'Algérie a pris X%, mais les spécialistes l'avaient annoncé il y a 8 mois. Donc il fallait anticiper, et on n'anticipe pas tout seul en tant qu'État. On anticipe en appelant les opérateurs économiques, en leur disant, écoutez, soyons vigilants, il va y avoir probablement une hausse de X%
qui peut impacter dangereusement notre économie. Donc ensemble, on va travailler à essayer de réduire l'impact sur le consommateur algérien. Ce travail-là n'est pas fait, c'est un travail statistique, c'est un travail d'analyse, c'est un travail de mise à disposition de données, et c'est un travail de confiance entre les opérateurs et les pouvoirs publics. Merci. Parfait, merci à tous. Rapidement, le représentant de l'ONS, s'il vous plaît, à côté, parce que là, on doit en terminer. Juste un mot pour réagir à ce que dit M. Slimane Madi. À ma connaissance, il ne me semble pas qu'il y ait une nécessité de demander quelque autorisation que ce soit pour faire ce type d'enquête. Une enquête consommateur. Il ne me semble pas. Il y a plein de bureaux sur la place publique qui le font au quotidien, sans aucune autorisation quelconque. Vraiment aucune autorisation. La seule autorisation qui est demandée, c'est dans le cadre du CNS, quand quelqu'un veut lancer une enquête, quand il veut avoir un financement public, il demande une autorisation au Conseil national de la statistique, ou bien pour avoir un label du Conseil national de la statistique quand il publiera enquête validée. Mais si c'est financé à ses propres frais? Si c'est financé à ses propres moyens, s'il ne veut pas le label du Conseil national de la statistique, en tout cas pour ces domaines d'études, je ne sais pas pour les domaines d'ordre politique, je n'en sais rien, mais pour ces domaines d'études, il ne me semble pas qu'il y ait une autorisation à demander. D'accord. Ça se fait au quotidien. C'est au quotidien. Il y a plein de bureaux qui le font systématiquement. Très bien. Merci. Voilà, en tous les cas, ça a le mérite d'être clair. Merci à tous. Encore une fois, merci au panel. Vous pouvez les applaudir. Longue vie à TBN, et je laisse la vice-présidente de CARE, Amel Belaïd, clôturer. Merci à tous. Rebonjour à tous. Alors, avant de relayer un petit peu les messages que je porte au nom de CARE, parce que Slim a décidé de faire une petite allocution sympathique et de me confier le message officiel, je tiens d'abord, bien entendu, à remercier donc toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ce projet, mais aussi non seulement à le porter du point de vue technique, mais du point de vue de la réflexion. Contribuer à la réflexion, contribuer à l'effort de collecte de données, contribuer à tout ce qui a réussi à en faire donc, ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc c'est un travail qui a été entamé il y a plus de 2 ans. Je relaie aussi, donc on est en plein knowledge management chez CARE, mais il paraît que l'idée donc de l'élaboration d'une base de données de la nation a été déjà portée il y a plus de 20 ans, donc dès la création de CARE, et qu'elle figurait parmi les premières recommandations qui ont été portées. Les personnes sont nombreuses, donc elles se reconnaîtront. Mais ce que je tenais quand même à relayer, c'est que j'ai été très très heureuse de vous écouter tous. Le débat était très riche. Nous ne savions pas en réalité à quoi nous attendre, parce qu'il y a tout de même donc ce déficit d'information qui est constaté, mais en même temps, en fait, nous sommes très heureux de vous avoir réunis aujourd'hui, de vous avoir écouté, parce que finalement, on se rend bien compte que les contraintes sont vécues des deux côtés. Donc du côté, donc celui qui attend l'information pour la commenter, pour l'utiliser, pour la consommer, mais aussi celui qui est derrière pour tenter de la produire et de la fournir au temps opportun. Donc, ce que j'en retiens, c'est que notre pays quand même se doit quand même de travailler à mieux appréhender donc le partage de sa propre information. Donc ça a été donc le constat unanime. Ce qui a été aussi consensuel, c'est que finalement c'est un effort collectif. C'est un effort collectif pour lesquels donc les autorités, le secteur privé, la société, les institutions doivent faire en sorte que tout le monde ait accès aux informations indispensables. Parce qu'il s'agit aujourd'hui donc non seulement d'offrir donc des services innovants pour produire des produits commercialement viables, donc s'il s'agit d'entreprises, mais aussi donc des solutions qui vont aider notamment à l'amélioration du service public. Alors aujourd'hui, nous fêtons donc non pas le lancement, mais si l'on veut donc la consolidation donc d'une année d'efforts autour de cette plateforme du tableau de bord national. Donc depuis sa mise en ligne, il y a une année, donc cet exercice du tableau de bord
tente quand même d'apporter à l'écosystème algérien donc un benchmark donc d'un ensemble de données structurées, d'un ensemble de données publiques, de sources officielles. Donc nous tenons quand même à le rappeler. Donc toutes nos données donc sont sourcées, elles sont vérifiables et fiables. Mais aussi donc l'intérêt, c'est d'apporter de la valeur en les rendant accessibles dans un lien unique et dans un format qui est utilisable. Et ça a été donc bien mentionné et souligné par plusieurs intervenants. Donc cet outil aussi, donc encore une fois, donc n'est pas seulement destiné aux entreprises. Nous avons également été très heureux de constater, donc à travers nos différentes rencontres avec les institutions, qu'il est régulièrement donc consulté. Il sert, il apporte donc une couche supplémentaire en plus de l'agrégation des macros agrégats de l'économie, d'apporter donc cette dimension de l'analyse de l'information, donc donner du sens aux chiffres, ce qui a été relevé comme manquant dans l'écosystème. Cet outil, en fait, on a aussi en fait d'en faire quelque chose qui serve bien sûr au secteur privé, à l'entreprise, donc parce qu'on a toujours besoin donc de prendre des décisions informées, de pouvoir réagir vite et de se forger une opinion documentée sur l'état de son activité. Parce que notamment pour prendre des décisions importantes en matière d'investissement, en matière de production et de commerce. Donc avoir un petit peu de lisibilité sur ce qui se passe dans l'économie est vraiment essentiel. Donc à travers cette initiative, nous voulons donc contribuer par cet effort qui, je l'espère, sera collectif, à stimuler la production de la donnée et d'une information de qualité. On veut continuer à donner du sens aux chiffres. Donc, nous produisons aujourd'hui donc une note de conjoncture, mais je vois qu'il y a plusieurs contributeurs qui pourront donc, apporter quelque chose et leur pierre à l'édifice. La plateforme est ouverte et destinée à cela. Je dois signaler aussi que il y a de la marge à de l'interopérabilité. Donc nous restons ouverts sur ce point de vue-là et je pense qu'il est aussi essentiel d'engager un débat dans ce sens-là. Ça a été également mentionné, donc oui, on veut bien sûr, donc c'est un petit peu la vocation de CARE et la raison d'être de CARE, de contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Donc en offrant cet outil, cet instrument, donc l'impact sur le doing business, je l'espère, sera avéré. Donc, les messages finalement que l'on veut s'évertuer à apporter, et on a beaucoup parlé, on a beaucoup tapé les uns sur les autres, c'est normal, on travaille ensemble, on a amené à avoir un petit peu ce conflit constructif pour faire avancer les choses. Bon, l'accès à la donnée est aujourd'hui vraiment susceptible de transformer tout ce qui se passe sur le plan économique. On va ouvrir vers un développement économique et social qui va lourdement reposer sur cette transformation de l'économie vers une économie plus digitale. On comprend parce que nous avons quand même fait l'exercice que la production et la collecte de l'information est un exercice contraignant. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée n'est pas de mettre quiconque sur le banc des accusés, mais d'essayer de comprendre les contraintes des uns et des autres et de s'efforcer à réfléchir ensemble sur comment donc faire ce bond qualitatif vers la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, si une ingénierie est possible pour un déploiement d'une économie ou d'une collecte de données sur la base de technologies telles que donc comment on dit ça en français, donc l'OIT, Internet of Things. Donc, il va permettre donc de faire des comptages, de faire un suivi en temps réel, ne serait-ce que de données de base comme la consommation électrique, de l'industrie, des ménages. Et on parlait tout à l'heure même du suivi de la démographie. Encore une fois, donc je tiens quand même à souligner qu'à travers cette initiative du tableau de bord, nous avons tenté d'illustrer donc un benchmark sur comment donc réunir, consolider et structurer donc une information qui pourra être beaucoup plus pertinente si on met à contribution
toutes les parties prenantes, parce qu'il s'agit de redevabilité, je pense que c'est une responsabilité collective. Donc si on attend à ce que les institutions publiques fournissent de l'information, il a été en fait justement rappelé et avec pertinence que même les entreprises, donc si elles sont sollicitées pour fournir de l'information, eh ben, elles doivent se faire un point d'honneur à remplir aussi leurs devoirs par rapport à cela. On a beaucoup parlé aussi de l'aspect d'information documentée, d'information fondée, de rétablissement de la confiance. Et quelque part, bon, on essaie quand même d'évoluer vers quelque chose qui repose sur l'input humain, mais également de faire évoluer donc cette plateforme. Il a été quand même très laborieux donc de reposer sur une consolidation des données donc par l'effort, si l'on veut, humain. Donc demain, en plus de la consolidation d'une plateforme qui réunisse donc l'ensemble les 3 principaux pays de l'Afrique du Nord, donc l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, nous pensons intégrer des outils d'intelligence artificielle pour justement travailler sur des modèles prédictifs, donc qui permettront d'avoir un petit peu plus de visibilité à court et à moyen terme. Donc, et tout cela donc, dans le but donc, de réduire l'incertitude, de renforcer la confiance. Voilà. Donc aujourd'hui, donc, si on veut terminer par une note, c'est vraiment d'œuvrer collectivement pour une économie moderne, prospère et aussi, surtout pour un développement durable et inclusif. Je vous remercie. Slim, je t'appelle pour remercier tes invités. Merci d'avoir assisté, d'avoir été patient. En général, on parle beaucoup, on a l'impression que ce n'est pas suffisant. Voilà.